pour ouvrir formellement cette 10e conférence et pour rentrer maintenant dans le sujet très précis qui est le nôtre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je propose d'accueillir le président de la session, le président de Citizen Entrepreneur, qui est également le créateur du G20 des jeunes entrepreneurs et le président de Next Stage, mesdames et messieurs, Grégoire Saint-Hille. Je suis ravi de pouvoir démarrer une nouvelle fois cette année la conférence avec toi. Je sais à quel point, tout le monde sait ici, à quel point tu milites et agis depuis, on va dire, de nombreuses années pour développer l'entrepreneuriat, enfin la pédagogie. On voit maintenant à quel point ça porte. Je suis très heureux de pouvoir te permettre et de m'associer également à cette journée pour ouvrir cette 10e conférence. Merci Bruno. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette journée est dédiée donc à l'intelligence artificielle comme moteur de la croissance et de la compétitivité dans l'économie de la connaissance. Donc moi, ce que je voudrais, c'est peut-être en introduction de ces débats, essayer de poser ce que me semble être les trois grandes problématiques et la perspective dans laquelle s'inscrit l'intelligence artificielle. Et donc, ce que je voudrais vous partager quand même avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que l'intelligence artificielle n'ouvre pas les perspectives d'une nouvelle renaissance? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, il n'y a pas une intelligence, mais plusieurs formes d'intelligence, en particulier la première qui nous relie au monde extérieur et nous permet de percevoir, d'apprendre, de connaître et de décider. Elle est centrale dans notre capacité d'adaptation et son automatisation a été jusqu'à présent le principal moteur de l'intelligence artificielle. La deuxième forme d'intelligence artificielle est l'intelligence créatrice. Celle-ci est propre à chaque individu, elle englobe des facultés de l'esprit et elle nous permet d'imaginer, d'inventer et, ce n'est pas la moindre chose, d'espérer. La seule source de ce modèle est notre cerveau, qui n'a rien à voir en termes d'architecture avec un ordinateur où la convergence entre les réseaux neuronaux et la révolution technologique est désormais au travail, en route, et évidemment, il nous reste encore beaucoup de chemin. Et c'est précisément le caractère évolutif de l'intelligence, comme sa dimension plastique, qui est essentielle, on y reviendra, qui sont au cœur de l'évolution de l'espèce humaine. Et l'émergence progressive mais désormais rapide de l'intelligence artificielle ouvre à la fois à l'espèce humaine un champ vertigineux d'opportunités de développement dans les nouveaux territoires de l'économie de la connaissance. Ce sont aussi des challenges éthiques et de société qui nous interrogent en profondeur sur notre évolution. Alors, le premier axe, c'est d'abord d'essayer de mettre les choses en perspective, et en particulier sur ce que l'évolution du langage humain, des signes au pictogramme, de l'alphabet aux bits et à l'intelligence artificielle, nous enseigne. Et pour mettre l'évolution du langage en perspective, nous pouvons prendre comme exemple l'homme qui, au fil du temps, a fait preuve d'une formidable intelligence plastique en s'adaptant. Je crois que l'intelligence plastique est essentielle parce que c'est bien le cœur de ce qui fait la différence entre l'espèce humaine et les autres espèces vivantes. L'histoire du langage de l'homme, qui est le cœur de notre intelligence partagée, a permis à l'homme à la fois d'amplifier son action, de développer des communautés, comme de perpétuer son empreinte, en particulier grâce à la modélisation du langage, qui a d'abord commencé par les signes, tels ceux de la grotte Chauvet, 36 000 ans avant Jésus-Christ. La première forme, faut-il le rappeler, d'écriture connue a émergé en Mésopotamie, en basculant progressivement des pictogrammes à l'écriture cunéiforme, avec près, à l'époque, faut-il le rappeler, de 1500 caractères, c'était 8000 ans avant Jésus-Christ. Et comme à l'image des hiéroglyphes égyptiens, tout le monde se rappelle de Champollion, seul un tout petit nombre d'érudits pouvaient en maîtriser les codes. D'ailleurs, les premiers écrits servaient avant tout à la comptabilité et aux inventaires. L'émergence de l'écriture a signé la fin de la préhistoire pour signer l'entrée dans une nouvelle ère, celle de la révolution agricole. Et c'est à cette période-là que l'écriture s'est simplifiée avec l'émergence progressive de l'alphabet araméen, arabe, grec, hébraïque et latin,
pour se réduire à partir de 1400 ans avant Jésus-Christ à 26 caractères, ce qui a évidemment considérablement facilité l'accessibilité et le partage du savoir, sous réserve bien entendu de savoir lire et de savoir écrire, ce qui a longtemps été un art. La première phase en fait de l'industrialisation de l'écriture a été rendue possible par l'invention de l'imprimerie en 1455 par Gutenberg et qui a fait basculer la civilisation du Moyen-Âge à la Renaissance et a ainsi ouvert la voie à la première révolution industrielle. À partir de 1850, on assiste à l'émergence des médias de masse, d'abord la presse écrite, puis ensuite la radio, le cinéma avec les Frères Lumière, puis à partir de 1926, avec John Baird, avec l'émergence de la télévision. Tous ces médias de masse allaient jouer un rôle à l'échelle mondiale moteur dans l'accélération de la deuxième révolution industrielle jusqu'à la fin du XXe siècle et en matière de diffusion de la culture et des modes de consommation qu'ils véhiculaient. Et puis, on y arrive, à partir des années 60, commencent à émerger les premiers concepts d'Internet avec la commutation par paquet qui passe par les bits et donc par le fameux 01. On voit bien l'évolution du langage de 1500 caractères au bit. Il a fallu pour cela près de 10 000 ans. L'impact de la simplification des codes accélère à la fois le stockage, les échanges massifs, dématérialisés, personnalisés, en temps réel, et qui passe par la connexion des terminaux entre eux. Faut-il le rappeler, seulement quelques milliers en 1990. Et puis, avec l'invention du World Wide Web avec Tim Berners-Lee en 1990 et de Netscape Navigator en 1993, qui signait l'émergence, puis l'accélération formidable de la société de l'information, avec près de 6 milliards d'ordinateurs et téléphones mobiles connectés en 2017 et près de 40 milliards d'objets connectés d'ici 2020. En parallèle, dès le début des années 50, des chercheurs brillants tels que Alan Turing, avec le fameux test de Turing, Marvin Minsky sur le langage, Ray Kurzweil, qui est le directeur de l'ingénierie de Google, Claude Bérou, célèbre pour ses travaux sur le turbocode et le néocortex de l'Académie des sciences, Yann LeCun, l'un des pères de l'apprentissage profond, qui dirige le laboratoire de l'intelligence artificielle de Facebook, ont défriché ce champ de l'intelligence artificielle qui s'ouvre désormais à nous. Car l'intelligence artificielle, elle est désormais partout et elle touche toutes les sciences, tous les marchés et chacune et chacun d'entre nous. Ce qui m'amène à la deuxième partie sur l'intelligence. En quoi est-elle, l'intelligence artificielle, en quoi est-elle le moteur de l'économie de la connaissance ? Je voulais vous rappeler cette phrase de Napoléon qui disait que la force d'une armée, comme la quantité de mouvement dans la mécanique, s'évalue par la force multipliée par la vitesse. Cette réflexion de Napoléon n'a pas pris une ride. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça résulte tout simplement d'un jeu entre un algorithme et une base de données où les deux clés sont d'une part la pertinence des règles définies pour l'algorithme et d'autre part la richesse des bases de données venant nourrir ces règles. Tant que les volumes de données accessibles étaient faibles, l'intelligence artificielle, de 1954 avec les tests d'Alan Turing jusqu'à maintenant, ça restait un concept. Un peu à l'image d'un cerveau humain qui serait sans objet s'il n'était pas nourri de manière continue par les informations captées au travers de nos 5 sens. En fait, l'intelligence artificielle est un ensemble de problèmes à résoudre. C'est d'une certaine manière du décisionnel intelligent, personnalisé et démultiplié. Et il ne faut pas confondre machine learning et intelligence artificielle. Le machine learning, c'est l'outil qui utilise l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes. C'est un processus d'apprentissage qui permet à une machine d'évoluer via ses datas sans que ses algorithmes ne soient modifiés. L'évolution et les progrès technologiques de ces 20 dernières années, la loi de Moore, la vitesse de transport de l'information sur les réseaux, les volumes exponentiels de bases de données comme des capacités de stockage, rendent aujourd'hui possible non seulement le développement de modèles algorithmiques d'une puissance sans précédent, mais plus important encore, et ce point-là est central dans les échanges que nous aurons aujourd'hui et dans les questions qui se poseront à nous demain, le formidable essor d'Internet qui a permis la constitution de gigantesques bases de données et chaque jour mieux renseignées qui rendent plus pertinents à chaque interaction les outils décisionnels autour de l'intelligence artificielle, je le redis. Sans base de données massive et continuellement renseignée, l'intelligence artificielle n'a aucun sens. L'intelligence artificielle, en multipliant
le nombre de décisions prises par seconde offre à celui qui la maîtrise, je reviens à Napoléon, un avantage technique et stratégique considérable. C'est vrai pour les individus, pour les entreprises, comme pour les nations. La France excelle à ses ingénieurs, grâce à son école de mathématiques, au niveau mondial, dans sa capacité à conceptualiser des modèles algorithmiques, mais elle peine à faire émerger des industriels de la donnée comme les géants américains du GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ou les battent avec Baidu, Alibaba et Tencent, chinois, ce qui constitue, et il ne faut pas s'en cacher, vous avez vu la polémique de ces derniers jours, un vrai handicap pour l'avenir. L'intelligence artificielle, qui excelle dans la prédiction, transforme nos processus décisionnels. Elle irrigue et elle bouleverse à la fois nombre de disciplines scientifiques, comme par exemple la santé, avec cette dimension prédictive, les médecines, avec les neurosciences, par exemple sur les maladies neurodégénératives, ou le craquage sur le code du génome humain de notre ADN, ou dans la chimie, pour arriver à sélectionner les molécules les plus efficaces pour produire les matériaux les plus innovants. Elle transforme également tous les marchés, ce qu'ont parfaitement compris des entreprises comme Google, avec par exemple Google Maps, qui a été clé dans l'essor de Uber, que nous utilisons pour un certain nombre quotidiennement, WeChat, on parlait tout à l'heure de Tencent avec les chatbots qui sont irrigués par 800 millions de Chinois au quotidien, ou comme Moody's qui fait maintenant désormais produire 95% de ses rapports financiers au travers du Natural Language Processing avec Iseop, ou le Smart Grid qui permet de transporter sur le même réseau intelligent de l'information et de l'énergie comme le développe Alibaba, ou comme, plus près de chez nous, Plastic Omnium, avec l'intégration des robots intelligents au cœur de son organisation industrielle et qui sont au cœur de sa compétence. Tous en retirent des bénéfices exceptionnels et il faut le souligner. Et donc cette intelligence artificielle, elle est à la fois source et clé de progrès considérables. Elle est aussi un moteur unique de construction d'avantages concurrentiels. C'est bien le sens de cette journée. Quelles sont les réflexions pour prévenir les dérives autour de l'intelligence artificielle et aussi les fantasmes qui l'accompagnent ? D'abord, malgré le fait qu'elle ait démarré depuis 1954, il faut rappeler qu'on est quand même, grosso modo, à l'an 1 du développement de l'intelligence artificielle, si on met les choses en perspective, sauf que les choses vont très vite. Donc l'intelligence artificielle est au cœur de nombreuses interrogations qui sont pour le moins fondées. Tout d'abord, celle de notre rapport à la transformation du marché du travail, car comme pour la révolution industrielle, qui a provoqué un exode sans précédent des campagnes vers les villes et leurs usines, je rappelle qu'en 1900, vous aviez plus de 90% de la population qui vivait encore dans les campagnes, et si les robots remplacent les hommes dans les usines et l'intelligence artificielle les cols blancs, la question qui se pose est que reste-t-il à l'homme en matière de travail ? En fait, si on prend 3 pas de recul, l'observation attentive du marché du travail en Allemagne comme en Corée du Sud nous enseigne que ces 2 pays, qui sont les plus avancés au monde en matière de robotisation de leur industrie, sont aussi, c'est une coïncidence évidemment, parmi ceux où le taux de chômage est le plus faible. Je le redis, l'Allemagne et la Corée du Sud, qui sont les 2 pays les plus avancés au monde en matière de robotisation de leur industrie, sont ceux où le taux de chômage est le plus faible. Quand vous voyez des fantasmes qui se développent là-dessus, il faut se rappeler que le travail évolue et qu'il y a d'autres choses qui se créent au fur et à mesure. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème. On en reparlait avec Laurent Burel il n'y a pas très longtemps de Plastic Omnium. Ça a été au cœur de leur croissance. La réalité nous enseigne là qu'au-delà du fantasme, l'intelligence artificielle génère aussi un repositionnement de l'homme sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et nous aide à ainsi créer de la valeur de manière différente. Une autre question est celle du caractère submersif des évolutions technologiques qui désormais progressent à un rythme plus rapide que celle de l'intelligence humaine, de l'espèce humaine. Et ça, c'est un facteur de stress important. Une autre question est celle de la compréhension des règles qui définissent le fonctionnement des modèles algorithmiques qui sont au cœur de l'intelligence artificielle et donc de leur explicabilité. Une autre question, et j'en aurais terminé, est aussi celle de l'inclusion, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'intelligence artificielle bénéficie à tous
et non pas à un petit nombre au détriment de tous les autres. Toutes ces questions sont impossibles, toutes ces interrogations sont impossibles à toutes citer. Mais comme Jean-Paul Sartre le rappelait bien dans sa définition de l'existentialisme, l'œuvre n'existe non pas si elle est créée, mais si elle est partagée. Il en va de même pour l'intelligence artificielle. Et en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que, comme le rappelait Kant, l'homme naît 2 fois, lors de sa naissance, puis lors de son apprentissage. L'espèce humaine est en train, sans doute, de renaître, car au travers de l'intelligence artificielle, ce sont bien toutes nos formes d'apprentissage qui se trouvent transformées. Et faut-il le rappeler, face aux découvertes scientifiques, et plus spécifiquement face à l'intelligence artificielle, on observe bien 3 types d'individus. Ceux qui pensent détenir la vérité, ce sont les plus dangereux. Ils sont facilement reconnaissables. Il y a ceux qui s'en désintéressent. Ce sont en apparence les plus heureux, même si sans doute ils font un peu comme des autruches. Et il y a ceux qui se posent des questions et qui cherchent. Ils sont plus rares. Et nombreux d'entre eux sont là aujourd'hui dans la salle du Conseil économique et social et environnemental à l'occasion de la 10e édition de la conférence annuelle de l'entrepreneur dédiée à l'intelligence artificielle, moteur de la croissance et d'économie de la connaissance. Plus que jamais, nous sommes les entrepreneurs de notre destin. Merci infiniment. Alors, je voudrais rapidement d'abord remercier tous les partenaires qui accompagnent Citizen Entrepreneur dans ses activités. Je pense évidemment à nos amis de EY, je pense évidemment à nos amis d'Accenture, je pense à nos amis de la BNP, je pense à tous nos partenaires entrepreneurs. Je voudrais remercier et saluer Christophe Chenu, qui dirige désormais Citizen Entrepreneur, l'incroyable travail réalisé par Marie-France Boudet, Valentin Lègre, Jade Gonsalves et bien entendu Jean-Louis Grégoire, et qui vont être bientôt rejoints par Philippe Citroën. Et je voudrais remercier également Isabelle Laferry et Bruno Fuchs, qui, malgré ses responsabilités de député, a accepté de prendre sur son temps pour venir nous aider à faire de cette journée un grand succès. Je voudrais aussi remercier les 3 partenaires médias, L'Opinion, Chef d'entreprise et WeDoBiz, qui nous accompagnent dans cette journée, et vous inviter à poursuivre ces échanges sur l'intelligence artificielle le 23 janvier chez notre partenaire Nextdoor. Une journée ne sera pas suffisante pour faire le tour de ce sujet passionnant, mais nous lançons maintenant les mensuels de Citizen Entrepreneur, et la prochaine aura lieu le 23 janvier. Et enfin, en conclusion, je voudrais rappeler que cette journée est l'occasion de lancer l'appel à candidature pour toutes et tous les entrepreneurs qui souhaitent rejoindre et faire acte de candidature pour le prochain G20 des entrepreneurs qui aura lieu à Buenos Aires les 19 et 20 septembre 2018. Je salue Ronan Pelou qui est là, qui avec Émile Le Goff anime en tant que la délégation en tant que Sherpa du G20 des entrepreneurs. Donc les 25 entrepreneurs les plus brillants qui feront acte de candidature, et ces candidatures seront bouclées donc d'ici le début de l'année, et le jury tranchera d'ici le mois d'avril prochain les 25 entrepreneurs qui iront à Buenos Aires sur ce G20 des entrepreneurs qui sera consacré à l'éducation et la transformation de notre société. Merci infiniment.